Merci Stéphane de nous avoir fait rêver à une nouvelle politique, à cette politique de créativité et cette politique ambitieuse. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir comme deuxième orateur ce matin, oratrice, Geneviève Ferron-Creuset. Et comme le disait Pierre, eh bien, Bernard, tu nous as mis la barre haut. Et je ne vais pas jouer à la rivalité, c'est pas moi qui gagnerai. Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait courir Geneviève depuis tant d'années? Et quel est l'aboutissement ou le rêve de son marathon? Et peut-être que j'aurai la réponse à la fin de la présentation. Geneviève, vous avez d'abord un fameux background au niveau études, parce que vous êtes diplômée des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises, de l'ESCA, docteur en droit de l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Et puis vous avez commencé une carrière internationale à l'ONU à Vienne, à Genève, à Paris, à l'OCDE. Vous avez ensuite travaillé à San Francisco pour développer une expertise en termes de fonds de pension et déjà d'investissement socialement responsable. Et puis vous avez commencé une carrière de créatrice d'entreprise et elle est loin d'être terminée, puisque déjà il y a 20 ans, vous avez créé la première agence française de notation sociale et environnementale, l'ARES, dont vous avez assuré la présidence jusqu'en 2002. Et puis, après ça, vous avez dirigé une autre agence de notation extra-financière, filiale de Filimac, qui s'appelle Core Rating. Et puis, vous avez encore fait un niveau plus haut dans la poursuite de ce marathon. Vous avez été directrice du développement durable et membre du comité exécutif chez Eiffage. Recréation d'entreprise avec un laboratoire de recherche en développement urbain appelé Phosphore. Et puis vous repassez dans la grande entreprise en devenant directrice du développement durable de Veolia Environnement. J'étais assis à côté de quelqu'un de Veolia à l'université de Bordeaux et ils se souviennent très très bien de vous. Et vous êtes devenue, avec toutes ces expériences, la pionnière de la notation sociale et environnementale, spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises, de l'investissement socialement durable, socialement responsable et du développement durable. Et avec toutes ces cartes multiples, vous avez refondé un nouveau projet, Casabi, que vous présidiez aujourd'hui, et cabinet de conseil en stratégie et prospective durable, et puis vous êtes associé à un cabinet de conseil en stratégie et en philanthropie qui s'appelle Profil. Et puis, outre cette carrière quand même très impressionnante, vous avez aussi un passé et un futur dans l'enseignement. Vous êtes co-responsable du master spécialisé en écologie industrielle à Subelec. Vous êtes vice-président du laboratoire d'idées de Shift Project sur l'économie décarbonée. Vous êtes présente à Grisud International et vous êtes membre de la fondation Nicolas Hulot. Je me demande où vous trouvez le temps de faire tout ça. Et puis, et je crois que c'est très très intéressant, c'est le message que vous véhiculez. Et c'est peut-être ça l'aboutissement de votre marathon. Vous avez publié plusieurs livres, mais j'en retiens 3. Vous avez, en 2008, publié un livre qui s'appelle « 2030, le crack écologique ». Et vous dites, le crack écologique, il aura lieu en 2030. Le front climatique, le front énergétique, le front de la croissance et le front démographique vont se télescoper, exactement à la même date. Le changement climatique en cours est une dérive sans retour. Qui est responsable? Et là, votre réponse, elle est très claire. Notre consommation d'énergie fossile, productrice de gaz à effet de serre. Or, toute notre économie planétaire dépend de ces énergies fossiles, notamment le pétrole. Et puis en 2011, vous avez publié un livre très en ligne avec ce qu'on a discuté hier sur la transhumanie. Et pour vous, les transhumanistes sont des idéologues visant au dépassement de l'espèce humaine qu'ils considèrent comme imparfaite par une cyber-humanité. Mais vous revenez à votre dada. Est-ce que la tentation du passage en force technologique nous aimante vers un ailleurs bien commode, puisqu'il nous dispense de toute remise en cause radicale de notre modèle économique actuel et d'un effort de sobriété préalable? Et alors, je dirais, le coup de massue, c'est votre livre Le crépuscule fossile 2015. Vous nous dites, chacun d'entre nous est placé devant ses responsabilités. L'heure des choix difficiles a sonné. Notre crépuscule fossile n'offre pas de clair-obscur propice à la méditation et à l'élévation de l'âme. La beauté
a déserté la Terre depuis longtemps. Faisons un rêve. Et si l'Europe, berceau de la civilisation fossile où tout a commencé il y a 2 siècles, prenait la tête de la résistance et du parti de la responsabilité? La priorité est de sortir des énergies fossiles. Ensuite, il sera temps de tirer les leçons de ce terrible piège et de repenser sérieusement à la refondation de notre civilisation. Et peut-être la réponse de tout ce marathon. Dans le Talmud, il est fait mention des anges de la nature. Et dans notre imaginaire, ce sont les fées qui sont des anges qui résident très près de la terre afin de pouvoir remplir leur mission de protection de la nature. Et finalement, si votre marathon était le message suivant, ne seriez-vous pas la fée que nous attendons et qui va nous convaincre de sauver la planète? Bon, merci Stanislas. Bon, c'est toujours le petit quart d'heure de jubilation narcissique. Mais c'est là que je me quand même fait prendre conscience que je suis terriblement divergente. J'ai quand même... alors j'appartiens à la catégorie... est-ce que Jean-Michel Besny est toujours là? J'appartiens à la catégorie des profanes sachants, c'est-à-dire que ma formation initiale, effectivement, c'est école de commerce et droit, et je me suis aventurée à peu près sur tous les autres terrains possibles, même si je reviens, je dirais pas au crépuscule de ma vie professionnelle, mais enfin, je reviens finalement sur les sujets de ma formation initiale du droit et du droit international, après avoir opéré un parcours peut-être que d'aucuns décriront erratique, mais en tous les cas passionnant, mais avec un fil conducteur toujours très clair qui était finalement notre insatiable besoin de sens, notre interrogation une interrogation sans fin sur quel est le sens de la vie, quelles sont nos responsabilités et quel est notre projet de civilisation commun. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui rapidement dans les 45 minutes que nous avons ensemble, d'abord je suis absolument ravie d'être là parce que finalement on écrit des livres pour avoir le bonheur de les partager et de rencontrer des personnes. Et c'est mon plus grand bonheur. En fait, on souffre énormément quand on écrit des livres. C'est aussi à la fois un grand plaisir, une grande souffrance. Et puis après, c'est le partage des idées où on est récompensé de tous ces doutes que nous avons pu avoir sur le chemin de l'écriture. Alors, comme vous l'avez très bien dit, Stanislas, je me suis posé la question de ce couple énergie-environnement-civilisation très tôt, parce que tout simplement, j'ai travaillé aux Nations Unies. Mes premiers jobs, c'était aux Nations Unies. Et j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Et très très rapidement, une anecdote qui vous posera le décor, c'est que mon premier emploi, ça a été à l'AIEA, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne. Et c'était juste après Tchernobyl, ils recrutaient des palanquets de juristes pour travailler sur des protocoles de réparation, responsabilité des opérateurs nucléaires. Et puis j'étais logée, j'étais très contente, j'avais trouvé une coloc à Vienne. Je ne savais absolument pas où je mettais les pieds. Et quand je suis arrivée avec mon sac à dos à Vienne et j'ai tapé la porte, et sur la porte d'entrée de ma coloc, il y avait un formidable autocollant où il y avait écrit « Nuclear Energie, nein, danke ». Et alors là, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. J'étais complètement agnostique en matière d'énergie nucléaire, je ne savais pas grand-chose. Et je me suis dit, là, je vais passer à peu près 6 mois, apparemment, dans un repère d'écolo anti-nucléaire. Et tous les matins, je vais aller travailler à l'AIEA. Et puis, à l'AIEA, quand je suis arrivée pour prendre mon badge, eh bien, je me suis enregistrée. Une assistante très sympathique m'a montée à l'étage de la direction juridique. Et à l'étage de la direction juridique, elle m'a dit, ici, c'est les Nations Unies, c'est une maison de verre. Vous rentrez où vous voulez, dans n'importe quel bureau, vous interrogez qui vous voulez. Bonne chance. Et donc, moi, très, très naïvement, mais vraiment, quand j'y repense, c'est à pleurer, je prends ça au pied de la lettre. Donc, je prends un stylo, je prends un bloc-notes et je rentre dans le premier bureau sur ma gauche ou ma droite, peu importe. Je me dirige dans le bureau, je suis face à un homme que je vois comme étant, on va dire, d'un âge maintenant le mien, donc très vieux. Et il a le cheveu blond, blanc, il a les pommettes hautes, les yeux gris acier. Il est très calme, c'est un énorme bureau. Et puis je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je commence à parler de Tchernobyl, de la responsabilité des soviétiques. Pour les plus jeunes, hein, les soviétiques, c'est...
Donc la responsabilité des soviétiques dans la gestion de l'accident de Tchernobyl, l'opacité, le déni, la façon dont un manquement à toutes les règles internationales élémentaires, etc., etc. Et puis il ne me répond pas, il ne me dit rien. Et à un moment donné, je vous la fais très courte, il me dit je ne crois pas vous avoir invité de rentrer dans mon bureau sans frapper. Et je suis extrêmement fâchée, déçue de la façon dont vous parlez de l'Union soviétique. Et là, je me suis alors là, celle-là, et il me dit, et d'ailleurs, vous êtes trainee. Trainee, ça veut dire stagiaire. Alors, moi, j'étais quand même administrateur junior. Vous êtes trainee, donc je rétrogradais d'administrateur junior à stagiaire. Et il me fait comprendre, il me dit, j'espère bien ne jamais vous revoir de toute la durée de votre internship, une traineeship. Et bien voilà, c'était très fort. J'étais rentrée dans le bureau de Igor Bulanenkov, le directeur juridique de l'AIEA. Et je venais de lui dire tout ce que je pensais, mais sans rien connaître du sujet en plus, sur la façon dont l'Union soviétique avait géré l'accident de Tchernobyl. Donc, voilà mon entrée en matière dans le monde de l'énergie. D'un côté, je rentrais à la maison, c'était Nuclear 9 Denke. Et à l'AIEA, je suis restée très longtemps au bureau des archives. Voilà. Alors je vous dis ça parce que, en fait, c'est un peu cette histoire qui m'a conduit à fréquenter des milieux très différents, à avoir un pied dans des ONG, un pied dans des grandes entreprises du CAC 40, on va dire en France, un pied parfois dans des milieux intellectuels assez improbables, pour le moins underground, et d'avoir quand même réussi à éviter les pièges du dogmatisme, parce que je crois que ce qui nous menace le plus aujourd'hui, c'est bien d'avoir une grille d'interprétation d'un monde très complexe, une grille d'interprétation très simple, très dogmatique, qui nous rassure. Et au contraire, il faut nous mettre en déséquilibre pour aller chercher des solutions beaucoup plus loin. Et tout ce que vous avez dit hier et ce matin, et encore avec Stéphane, m'encourage finalement à cette petite digression. Je referme la parenthèse. Cette histoire d'AIEA, etc., c'est assez confidentiel. Je crois que c'est mon coming out. Alors... quand je demande à mes étudiants, effectivement, il se trouve que j'ai aussi le bonheur d'enseigner à Centrale Supélec l'écologie industrielle, ce qui, en parenthèse, vous paraît peut-être évident, mais on a dû ramer comme c'est pas possible pour proposer ce cours. Ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point c'est compliqué. Eh bien, je demande à mes élèves, mais à votre avis, quel est l'homme qui a façonné le XXe siècle ? Quel est l'homme le plus important du XXe siècle ? Quel est l'homme qui a vraiment façonné le XXe siècle et qui va encore façonner la moitié du XXIe siècle ? Alors vous avez la réponse. Je suis désolée, vous êtes resté avec M. Rockefeller pendant mon introduction. Eh bien, personne ne me cite Rockefeller. C'est-à-dire qu'on va me citer, alors ce qui est encourageant, c'est que j'ai des figures plutôt politiques. Alors ceux qui ont façonné le XXe siècle, on va me parler dans les forces du mal, le côté obscur de la force, on va bien sûr me parler peut-être d'Hitler. Dans le côté, on va dire, le côté lumineux de la force, on va me parler de Mandela. On pourrait aussi invoquer des chercheurs, des prix Nobel, etc., Einstein, peu importe. Mais personne ne me parle de Rockefeller. Et pourtant, il me semble qu'à l'évidence, ce monsieur Rockefeller est clairement la personne clé qui nous permet de comprendre comment notre civilisation fossile a été rendue possible. Parce que je parle bien de civilisation fossile. Alors, je ne fais pas une fixette avec le mot fossile à tort et à travers, mais vous allez comprendre que ce mot qui est polysémique nous entraîne en fait dans des champs de réflexion un petit peu comme des poupées gigognes. Monsieur Rockefeller, d'abord, il faut savoir une chose, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un ingénieur. En fait, c'est un commerçant. Il a un diplôme de comptabilité, c'est un commerçant, il naît au milieu du 19e siècle. Et vous savez ce qu'il est, en fait, je suis en Belgique, donc je ne résiste pas à l'envie, parce que j'adore les bandes dessinées. Vous avez tous lu Lucky Luke ? Oui, forcément, vous avez lu Lucky Luke. Et alors, ou pas, enfin, en tous les cas, moi, j'ai beaucoup lu Lucky Luke quand j'étais jeune. Et encore maintenant. Et je vous reconnais le personnage, vous savez, le personnage du colporteur qui monte sur des caisses et puis qui vend les flacons de jouvence, les huiles de je sais pas trop quoi pour retrouver la santé, Longan, etc. Eh bien, Monsieur Rockefeller, c'est ça. C'est quelqu'un qui était colporteur et qui passait de ville en ville et qui vous vendait des onguents pour soigner telle ou telle chose. C'était de la poudre de perlimpinpin, c'était des choses qui vous rendaient affreusement malade, mais ça marchait, il y avait des gogos. Il avait un sens du commerce extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a découvert tout simplement que cette énergie qui commence à sortir, à jaillir des entrailles de la Terre
vers la seconde moitié du 19e siècle, qui est le pétrole, eh bien cette énergie, en fait, qui a des propriétés absolument immenses, des propriétés extraordinaires. On fait absolument tout avec le pétrole, et on va voir au cours du XXe siècle qu'on fait effectivement tout avec le pétrole. Eh bien, cette énergie, qui est très peu chère à extraire, eh bien, en se spécialisant finalement dans la section dans le raffinage, et non pas dans l'extraction, parce que l'extraction demandait des compétences technologiques. Il s'est plutôt spécialisé dans le raffinage. Et il a réussi à bâtir un empire extraordinaire en créant la Standard Oil, qui est l'ancêtre de Exxon. Mais à partir de cet empire extraordinaire, il faut juste comprendre qu'il avait un sens absolument incroyable. C'était vraiment le momentum, c'est-à-dire il a parfaitement compris que nous étions rentrés dans une nouvelle ère industrielle et que cette ère industrielle allait être propulsée par des énergies nouvelles. Alors il y avait déjà le charbon, mais le charbon n'offrait pas toute la plasticité du pétrole, et que ce pétrole, qui vraiment permettait une multitude d'usages, allait réellement devenir la matrice de notre monde physique. Et effectivement, le pétrole, je vais aller très vite maintenant, le pétrole est devenu la matrice de notre monde physique. On fait absolument tout avec le pétrole. Quand je dis tout, c'est absolument tout. C'est-à-dire que dans mon shampoing, dans mes habits, dans ce micro, dans le papier, la voiture qui vous a amené, bien évidemment, absolument dans la chimie, dans les engrais, dans les médicaments, enfin, il y a absolument du pétrole partout. Donc, vous comprenez bien qu'avec cette énergie miracle, et encore une fois, c'est ni bien ni mal, moi j'ai strictement rien contre le pétrole, c'est ce que nous en avons fait qui m'intéresse. C'est pas cette énergie en tant que telle. Et nous en avons fait quoi? Nous en avons fait une arme de destruction massive. Nous avons créé un étau de dépendance absolue, et nous en avons fait le socle de notre civilisation. Et le pétrole est en quelque sorte, a été à travers ses serviteurs et l'aristocratie fossile qui s'est mis à sa disposition, le pétrole a été le grand arbitre de tous les conflits et de tous les règlements politiques et géopolitiques du XXe siècle et encore du début de ce XXIe siècle. Pour le pétrole, on a créé des États complètement artificiels. Je vous signale que l'Irak a été créé ex nihilo pour des raisons liées à l'exploitation pétrolière. Alors, pas que par les Américains, par les Français, par les Britanniques. Vous avez l'accord Sykes-Picot entre les Français et les Britanniques de 1916, eh bien un accord qui a été signé pour opérer la partition du Moyen-Orient et dire qu'est-ce qui revenait aux Français, qu'est-ce qui revenait aux Britanniques. Et c'est comme ça qu'a été créé l'Irak. Et vous voyez que 100 ans après, nous sommes encore englués dans cet ordre mondial fossile, parce que les enjeux économiques, les enjeux politiques les enjeux financiers sont tellement imbriqués qu'il nous est très difficile de nous extraire de cet ordre, parce que maintenant il concerne l'essentiel de l'humanité. Donc vous voyez le travail que nous devons accomplir, mais j'insiste un petit peu pour que vous compreniez quels sont le socle de cette civilisation que nous partageons maintenant tous les jours, sur laquelle nous essayons de construire ou pas une communauté de destin. Alors, le pétrole nous a donné en fait des super pouvoirs. Alors, des super pouvoirs, tout simplement, alors j'appuie, mais il ne se passe rien, au secours. Voilà, on va faire la suite. Alors, on peut même aller au suivant. Du coup, on va faire ça en duo, je suis désolée. Eh bien, les super pouvoirs, il faut juste comprendre que grâce au pétrole, l'homme est devenu Superman, mais littéralement Superman. Quand vous regardez les comics des années 50 aux États-Unis, c'est l'âge d'or des États-Unis. C'est la toute-puissance américaine. Le modèle américain a envahi le monde, et ce modèle, avec la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale, est offert au reste de l'humanité. On rêve tous de devenir des Américains qui consomment, et repensez à ces images Polaroid des années 50-60 où on voit des familles américaines toutes blanches, qui goûtent aux joies de la société de consommation. Et aujourd'hui, on peut aussi considérer une chose, que la moitié de l'humanité se lève le matin pour aller produire des biens et des services à l'autre moitié de l'humanité qui n'en a pas besoin. Enfin, qui n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un cycle de production, de surconsommation. C'est un lieu commun. Ce sont des sujets que vous avez entendus. Ce sont des sujets qu'on évoque perpétuellement, mais il faut bien se rendre compte parfois de l'inanité de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que cette surconsommation dans laquelle nous sommes engagés de façon frénétique, nous sommes comme des hamsters dans une roue, nous rentrons dans notre roue tous les jours sans nous poser la question du sens, de la pertinence et surtout des formidables externalités environnementales que nous sommes en train de créer.
Donc ces super pouvoirs, eh bien, ils nous ont conduit à faire du golf sur la Lune. C'est quand même pas rien. Je plaisante pas. En 1971, Alan Shepard, qui était le 5e homme à marcher sur la Lune, a véritablement golfé sur la Lune. Si ce n'est pas une démonstration de toute puissance, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, une démonstration de toute puissance, ou ce que vous voulez. En tous les cas, il s'y est pris à 3 reprises, mais il a effectivement swingé sur la Lune. Et là, on est dans les années 70, et les années 70 commencent à amorcer des réflexions sur qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie, le début d'une conscience environnementale. Premier sommet de la Terre, nous sommes à Stockholm en 72, etc. Et là, on commence à se poser cette question qui me paraît absolument fondamentale. L'homme est devenu une force géologique. Nous avons transformé notre environnement. Nous avons engendré un changement climatique sans précédent. Et donc, ces grands pouvoirs qui nous ont été donnés grâce aux énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, sont-ils assortis de grandes responsabilités ? Parce que la question du pouvoir, la question de la démesure, la question de cette volonté, vous avez vu cette phrase de Rockefeller qui disait « il vaut mieux avoir, plutôt qu'une bonne idée, il faut avoir une grande idée ». Eh bien, c'est là que je trouve le nœud du sujet est formidable. Parce que qu'est-ce que nous a dit M. Trump à sa dernière campagne, enfin la dernière, on espère que ce soit... Enfin... Qu'est-ce que nous a dit M. Trump? Il nous a dit « Make America great again ». Qu'est-ce que nous dit Rockefeller? Il vaut mieux avoir un great idea que good idea. Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Il y a quelque chose qui se joue avec ces super pouvoirs great. Ah oui, great, on est allé golfer sur la Lune. Alors, je caricature parce que, heureusement, on a fait des choses formidables. Je suis la première à trouver très intéressantes les avancées technologiques, toutes les avancées qu'on a eues sur le front de la médecine, du confort, qui aura envie de vivre dans une grotte avec une peau de bête et de manger de la viande crue, évidemment. Mais c'est se poser la question de ces pouvoirs, de cette idée de démesure qui est vraiment au cœur de l'homme, de cette façon finalement d'aller tutoyer l'hybris, qui est la démesure chez les Grecs, et par rapport au good, c'est-à-dire au bon, au bien commun, à vivre ensemble. Et quand on revoit d'ailleurs dans les Américains aujourd'hui cette volonté de dire eh bien bye bye, alors les Américains encore une fois, pas tous bien sûr, mais enfin en tous les cas cette représentation de l'aristocratie fossile américaine qui a mis Donald Trump à la tête du pays, on voit bien qu'on est vraiment rentré dans un crépuscule, c'est-à-dire que ceux qui tiennent la rente ne veulent pas la lâcher et ils ne se posent pas encore la question de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que l'on pourrait peut-être commencer à prévoir la suite. Et on est dans ce rapport de force extrêmement fort entre ceux qui tiennent la rente et qui ne veulent pas la lâcher. Et vous voyez d'ailleurs quels sont les enjeux économiques qui sont à l'œuvre. Et puis la nécessité d'inventer un ordre nouveau qui est là, qui nous attend. Il y a un monde qui est en train de naître. Mais quel sera-t-il? Donc de grands pouvoirs, oui, on en a fait la démonstration. Mais est-ce que ces grands pouvoirs ont été assortis de grandes responsabilités? C'est la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui. Et dans cette perspective, donc l'homme est une force géologique. Alors c'est pas rien ce que je vous dis parce que nous avons quand même engendré en 200 ans un changement climatique sans précédent. Alors ce changement climatique, j'aimerais bien en dire un petit mot rapidement. Quand vous voyez ce petit animal, vous allez penser que je suis très cartoon, hein, mais quand vous voyez ce petit animal, eh bien, c'est un Parisien il y a à peu près 25 000 ans. Un Parisien il y a 25 000 ans, s'il voulait rendre visite à son petit camarade, mettons, au Québec, il y allait comment? On ne va pas faire question pour un champion, mais il y allait à pied. Il y allait à pied parce qu'il traversait l'Atlantique à pied. Le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Et il allait à pied au Québec ou à New York. Est-ce que vous avez une idée de la température moyenne du globe à cette époque-là? La température moyenne du globe à cette époque-là, donc il y a 25 000 ans, nous sommes dans une ère glaciaire, eh bien, elle est à peu près de 10 degrés Celsius. D'accord? Aujourd'hui, la température moyenne du globe, elle est de presque 16 degrés Celsius. En fait, elle était de 15, elle a été très longtemps à 15 degrés Celsius. Elle est maintenant presque à 16. Nous avons déjà fabriqué presque 1 degré depuis l'ère industrielle. Ce qui veut dire qu'entre cette aimable petite créature et nous,
il y a eu un réchauffement d'à peu près 1 degré tous les 4000 ans. Donc là, de quoi nous parle-t-on quand on parle du changement climatique et quand on dit que l'homme est devenu une force géologique? On parle de faire peut-être 4 degrés en 150 ans. Alors, vous voyez, et c'est là qu'il y a peut-être une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas croire ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'on est face à un défi absolument monstrueux. Vous avez là 25 000 ans, quelques mammouths laineux et des Cro-Magnons qui devaient manger des racines et puis vaguement de la viande. Et ils n'étaient vraiment pas nombreux parce que j'ai aucune idée de vous dire combien il y avait de Cro-Magnons et de mammouths laineux il y a 25 000 ans. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur Terre, que nous allons être en 2050 quasiment entre 9 et 9,5 milliards, que la majorité de la croissance démographique va se faire dans les pays qui vont être le plus impactés par le changement climatique. Et on nous parle de faire en 100 ans 3 degrés. Donc vous voyez que 5 degrés de moins, c'est holiday on ice. Et 5 degrés de plus, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, personne ne le sait. Jamais l'humanité n'a été embarquée dans un scénario aussi inédit. Et si là, on ne comprend pas qu'il faut mobiliser absolument toutes les forces d'intelligence collective pour nous sortir et le plus vite possible, on va dire, de ce naufrage annoncé, de cette catastrophe annoncée, je ne vois pas quels sont les signaux que l'on peut envoyer de plus fort pour faire réagir. Et c'est intéressant parce que... n'étant pas moi-même une scientifique, mais j'ai beaucoup fréquenté certains climatologues. La climatologie est une science aussi jeune. Hein. Donc des climatologues comme Hervé Le Treut, qui a écrit des livres absolument formidables. Hervé Le Treut, c'est quelqu'un de tout sauf de dogmatique. Eh bien, j'essaye de comprendre pourquoi il y a autant de résistance à comprendre, à s'intéresser aux fondamentaux du changement climatique, aux déterminants. Et je me souviens d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, et sur ces sujets du changement climatique. Et je disais, mais vous savez, les Nations Unies ont déclaré en 1988 le changement climatique risque majeur pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a créé les COP, hein, enfin la Convention pour le climat, etc. Mais vraiment, qu'est-ce que les industriels ont fait? Qu'est-ce que les politiques ont fait? Et j'ai commencé à expliquer ce qui était en train de se passer. Et il y a un monsieur dans la salle qui s'est levé. Et alors, il s'est levé, il a dû dire, je ne sais pas, André Roger, il s'est levé. Et il m'a dit X61. Alors, s'il y a des Français dans la salle, vous savez ce que ça veut dire X61. Il venait de me dire X61 qu'il avait fait Polytechnique en 1961. Donc il se lève, il me dit André Roger, X61. Il se tourne vers la salle parce qu'il devait penser qu'il y avait aussi beaucoup de vieux polytechniciens chenus ou centraliens. Hein. Enfin, X, c'est quand même mieux que central hein, en France, hein, attention. Et il me dit un truc incroyable. Il me dit, ma petite dame, voilà, ça je ne résiste pas, mais c'est vrai, il me dit, ma petite dame, j'étais beaucoup plus jeune, si tout ce que vous avez dit était vrai, eh bien, je le saurais. Et ouais. Et oui, et j'avoue que... j'avoue que j'étais abasourdie, quoi. Je me suis dit X61, ouais. Voilà. Et bien voilà où c'est précisément nous avons la réponse dans l'énoncé de la question. Et est-ce qu'il ne faut pas complètement revoir? Mais vous vous rendez compte un petit peu? Mais je pense qu'il n'en avait même pas conscience. Et si je vais plus loin, j'ai essayé d'explorer dans mon livre Le crépuscule possible les raisons de cette résistance. Alors les raisons de cette résistance, notamment. Il y a des études sociologiques passionnantes qui ont été entreprises aux États-Unis, à l'université de Yale, de Stanford. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de résistance, notamment chez les mâles blancs américains d'un certain âge? Alors, on va dire les mâles blancs américains, je pense que ça vaut pour occidentaux, et pardonnez-moi, confirme mon expérience. Et je me dis, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas tous des salauds, c'est pas possible. Parce que un par un, on arrive à avoir des discussions profondes. Enfin, à un moment, on arrive quand même à leur faire comprendre que... Mais ils ont tellement été biberonnés au culte du progrès. Ils sont tellement persuadés d'être le sel de la terre. Ils sont tellement persuadés d'être du bon côté de la justice. Superman, c'est un super héros positif. Il fait que des choses chouettes pour les autres, Superman. Comment Superman peut être du côté des forces du mal? Mais franchement. Donc comment moi, homme blanc, éduqué, maître du monde, à la tête du monde,
dont le monde vient à moi, le monde parle ma langue, comment est-ce que je peux imaginer avoir été réellement au service d'un tel asservissement et d'une telle indigence? Parce que finalement, nous sommes dans une économie paresseuse. Nous sommes terriblement paresseux. Eh bien, peut-être qu'il y a des ressorts psychologiques à explorer. N'oubliez pas, encore une fois, l'image de Rockefeller, great and good. Je pense qu'on est aussi aux origines de la pensée libertarienne américaine. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais les libertariens américains sont quand même... C'est l'égoïsme rationnel. Cet égoïsme rationnel dont on est en train de crever. Je le dis de façon assez virulente parce qu'il y a quelque chose de très séduisant dans la pensée notamment d'Anne Rand, que vous connaissez peut-être, qui est une philosophe américaine, en fait une émigrée européenne arrivée aux États-Unis, qui a produit des livres très peu traduits en France, et notamment Atlas Shrugged, c'est-à-dire la grève, où on voit finalement les esprits éduqués, c'est-à-dire, voilà, Stéphane, je pense à vous, c'est-à-dire que tous ceux qui sont éduqués, élevés, qui ont une connaissance très fine, on va dire des ressorts de création de richesse, eh bien à un moment donné, ils en ont marre de travailler pour toute cette poignée de parasites, d'incapables, d'incompétents, et ils se retirent, ils font la grève. En fait, c'est la grève de l'élite. C'est extraordinaire ce livre, c'est la grève de l'élite. En disant, après nous le déluge, nous on va continuer à gérer nos petites affaires parce que nous on sait faire de l'argent, nous on n'a pas besoin d'un État qui régule, nous on n'a pas besoin de ces mécanismes de solidarité qui nous plombent, et si chacun s'occupait que de son intérêt personnel, le monde in fine irait mieux. C'est en ça que cette thèse est extrêmement séduisante. Et on trouve dans cette thèse des libertariens des sous-jacents très forts pour expliquer une partie du climato-sceptisme. Alors justement, comme il faut toujours se moquer de soi, je ne peux pas m'empêcher de montrer cette petite image, parce que c'est vrai que quand on parle des énergies fossiles, quand on parle du changement climatique qui a été engendré par ces gaz à effet de serre issus de la combustion des énergies fossiles qui ont propulsé notre monde dans un âge d'or, mais aussi dont on voit quelle est la menace qui se profile, eh bien, on a l'impression qu'on est dans le domaine de la foi. Combien de fois des personnes vous ont dit « je crois » ou « je ne crois pas » au changement climatique? Alors ça, c'est extraordinaire. Et notamment des esprits très rationnels. Je n'y crois pas. Alors, dans la catégorie de mes petites dames, c'est votre changement climatique, je n'y crois pas. Le mien. Donc moi, je veux dire, le changement climatique, il se fera indépendamment de votre scepticisme à son égard. Enfin, je veux dire, là, on est sur des forces physiques, on est sur des boucles de rétroaction des écosystèmes dont on n'est absolument pas où ils vont atterrir. On a créé une forme de... On est sorti de l'orbite. On a engendré une dérive climatique dont on ne sait absolument pas où elle va aller. Tout ça n'est pas un système linéaire tout à fait prédictif. Mais je suis très étonnée de voir que face à cette menace, on revient sur le registre de la foi. Alors même que quand on parle de sujets technologiques, etc., on est dans la rationalité, il nous faut des chiffres, des indicateurs, etc. Et quand on parle de changement climatique, je n'y crois pas. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est que derrière, si encore c'était vrai, au sens je ne suis pas convaincue, mais on a appris récemment, notamment que parmi les plus grands, on va dire, tenants de la manne fossile, et donc les pétroliers américains, ils savaient depuis longtemps que le changement climatique était une menace. On a eu récemment des révélations sur des cadres d'Exxon qui savaient très bien que cette contestation, cette montée en puissance sur le changement climatique, cette interrogation sur nos modèles économiques, nos modèles et gouvernance issus de la prise de conscience du changement climatique, allait porter atteinte à leur rente. Et donc, ils ont préféré, justement, alimenter une vague de climato-sceptisme particulièrement efficace. Et ça, et je me souviens, moi, d'être à la COP 9 à Copenhague, la COP 15, pardon, en 2009 à Copenhague. Et là, on a vu vraiment que les forces étaient déchaînées avec un discrédit terrible porté sur les scientifiques du GIEC. C'est le groupe intergouvernemental sur le climat. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que si on arrêtait d'être dans les postures, dans le dogmatisme, et que si réellement on essayait de comprendre la complexité du phénomène qui nous embarque, nous et toute une génération et toute une civilisation, on gagnerait un temps précieux. Alors, est-ce qu'une partie, maintenant que j'ai posé le décor, je me dis, est-ce que les solutions, est-ce qu'il y en a? Alors, vous avez peut-être envie de dire, en sortant de cette conférence, on va aller trouver des cordes et on va se pendre.
Mais non, en fait, il y a des solutions. Et c'est ça qui est le plus rageant, c'est que les solutions existent. Mais ces solutions existent, mais il y a un préalable. Un préalable qui est que, excusez-moi d'être un petit peu, on va dire, emphatique, mais soit on y arrive ensemble, soit on n'y arrive pas. C'est-à-dire que jamais la question de la solidarité ne se sera autant posée qu'à ce moment de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le changement climatique, changer de paradigme énergétique, repenser notre dépendance aux énergies fossiles, revoir nos modèles de gouvernance, revoir nos modèles économiques, revoir notre façon de consommer et de vivre ensemble, c'est un exercice qui nous embarque tous du premier au dernier terrien, aujourd'hui. C'est-à-dire que imaginer que quelques-uns vont pouvoir s'en sortir, se mettre au sec, ça c'est effectivement une des possibilités du rêve transhumaniste, c'est-à-dire créer un monde artificialisé où certains d'entre nous vont pouvoir embarquer parce que quelles que soient les conditions de température et de pression, je pourrais moi vivre finalement de façon tranquille parce que j'aurai la capacité, les moyens financiers, donc la capacité physiologique ou les moyens financiers de vivre à l'abri d'un monde qui va s'embraser. Et ça s'appelle la spéciation de l'espèce. C'est une spéciation, c'est-à-dire entre ceux qui vont pouvoir se mettre à l'abri et les damnés de la Terre qui vont vivre de plein fouet tous les effets de rétroaction. Et je peux vous dire que ce qu'on voit sur les crises migratoires, mais ce n'est encore rien, mais rien par rapport à ce qui nous attend, que si on n'est pas capable de penser solidarité, si on n'est pas capable de penser collectif, si on n'est pas capable de penser à l'échelle planétaire, on n'y arrivera pas. Et c'est là peut-être que j'ai un petit coup de mou, si je puis me permettre, et je demanderai à Stéphane vraiment de nous donner des idées, mais pas que Stéphane. Tous les orateurs, Abdelnour aussi, il faut que tu nous donnes des idées, plus de liens, les tisserands. Alors, plus de liens, plus de créativité, plus de place pour tout simplement toucher à ce qui fait humanité au plus profond d'entre nous, que ce soit l'amour, la solidarité, la créativité, l'empathie. Mais je me dis, cette décroissance, parce qu'on va appelons un chat, c'est aussi de la pensée magique. Est-ce que c'est une issue de secours ou c'est une pensée magique ? La décroissance, à l'échelle de chacun d'entre nous, je suis sûre et certaine qu'à un moment dans votre vie, vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit, mais moi j'en ai assez, c'est bon, j'aspire à une vie plus légère, j'aspire à une vie plus solidaire, j'aspire à une vie plus reliée, j'aspire à une vie spirituelle. Je n'ai pas forcément besoin d'être le plus riche du cimetière, d'accumuler, etc., etc. C'est une expression de ma grand-mère, être la plus riche du cimetière. Et je trouve qu'il y a énormément de... Ça me rappelle aussi Carnegie, un grand philosophe américain, qui disait « Un homme qui meurt riche meurt déshonoré ». Eh bien, cette question-là, il me semble qu'elle est essentielle et que vraiment posons-nous-la en conscience. Parce que si nous ne nous posons pas cette question d'une souveraineté maintenant, c'est fini. Nous allons partir dans un toboggan où nous allons tomber dans une deuxième pensée magique qui est la technologie va nous sauver. Alors, la technologie, elle va faire des choses formidables. Je ne suis pas technophobe du tout. Au contraire, j'enseigne dans une école d'ingénieurs. J'adore rencontrer des ingénieurs. Je leur dis simplement, mais pourquoi n'êtes-vous pas ingénieux ? Vous êtes des ingénieurs, mais vous n'êtes pas ingénieux. Bon. Mais c'est quand même fou. Enfin, je vais m'expliquer. On est dans une économie linéaire. Vous savez, connaissez l'économie linéaire. On a commencé à parler d'économie circulaire. Je vous perds peut-être. Une économie linéaire, c'est une économie paresseuse. C'est celle qui nous a propulsés sur la Lune pour jouer au golf. Eh bien, c'est ressources infinies. Les ressources sont infinies. Je prélève, sans aucune contrainte. Dans le process de fabrication, de transformation, je ne me préoccupe que de l'ajustement économique, c'est-à-dire la seule chose qui m'intéresse, la seule variable, c'est le coût économique. Et déchets infinis. D'accord ? Donc, ressources infinies, transformation, variable d'ajustement, je recherche le meilleur coût possible et déchets infinis. Alors là, je suis capable d'investir dans des technologies qui vont me permettre de produire en faisant des économies, etc. Et alors, les variables d'ajustement, elles sont sociales et elles sont environnementales. C'est ce que j'appelle une économie paresseuse, parce que là, on est vraiment dans l'expression de la toute-puissance, c'est-à-dire qu'on agit comme si que nous étions, en quelque sorte, déjà, comme disait Abdelnour, déconditionnés. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans un écosystème, nous ne sommes pas reliés aux autres.
C'est-à-dire que pourquoi les hommes d'entreprise que j'ai fréquentés, les hommes et les femmes d'entreprise, mais beaucoup moins de femmes que d'hommes, pourquoi les hommes d'entreprise que je fréquente, quand je leur parle un par un, comprennent parfaitement le sens de ce que veut dire responsabilité environnementale, responsabilité sociale et environnementale, et pourquoi, quand ils sont à la tête de leur conseil d'administration, sont incapables de penser des indicateurs de création et de partage de valeurs différents. C'est quand même dingue. Pourquoi les ingénieurs, même tout simplement, ne sont pas ingénieux? Parce que simplement, ils sont financés sur des résultats où on attend de la performance, de la productivité. Et je me dis, mais enfin, on est 7 milliards sur la Terre, c'est quand même pas sorcier de pouvoir penser maintenant, intégrer un peu plus de complexité et intégrer un mode de pensée circulaire qui est de dire non, les ressources ne sont pas illimitées. Dans les processus de transformation et de production, c'est-à-dire essayons de penser en termes d'écologie industrielle, de mutualisation, d'optimisation, de substitution, en limitant la consommation de ressources, d'énergie, d'eau, etc. Donc de l'éco-conception, une réflexion sur les flux et les fluides essentiels qui nous permettent de transformer, mais dans une approche d'optimisation et de mutualisation, c'est-à-dire que ton déchet est ma ressource, l'eau, la chaleur fatale que tu rejettes, peut-être que moi je peux l'utiliser. Mais l'écologie industrielle, ce qui est fascinant, c'est que, encore une fois, je regarde l'heure, quand mon premier cours d'écologie industrielle à mes étudiants, je leur montre quoi? Je voulais épargner quand même, parce qu'après vous aurez dit c'est pas sérieux, surtout quand vous allez voir ce qui suit. Je leur montre une photo d'une équipe de rugby. Donc je leur montre l'équipe de France de rugby, parce que j'aime bien le rugby en plus. Ça peut-être vous étonner, mais le rugby, j'aime bien. Pourquoi le rugby? Mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous parle d'écologie industrielle, elle nous parle de rugby. Parce que dans une équipe de rugby, pensez dans les hymnes nationaux, vous avez des petits, des grands, des forts, des gros, des fins, enfin pas trop, mais il faut courir vite, il faut prendre des chocs pas possibles. Et en rugby, c'est tout le monde qui marque l'essai ou c'est personne. C'est vraiment un esprit d'équipe, un jeu d'équipe. Et l'écologie industrielle, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est dans des écoparcs industriels, il faut une solidarité de tous les acteurs. C'est-à-dire que si ton déchet est ma ressource et si tu me fais défaut, je suis planté. Voilà. Et donc vous voyez quelle maturité il faut. Maturité des acteurs économiques. Maturité aussi des technologies. Et parfois, ce n'est pas des technologies, ce n'est pas science rocket, c'est des choses très simples. Pensez une chose aussi, c'est qu'on est en train de détruire l'environnement beaucoup plus vite qu'on ne le comprend. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a un effondrement du vivant, de la biodiversité sous nos yeux. Alors on en parle, là aussi, c'est des mots, c'est devenu des choses dont on s'habitue. Ah oui, elle va encore nous parler de la grande extinction, machin. Mais est-ce qu'on se rend compte réellement de ce que c'est? C'est-à-dire, on est tout en haut de la chaîne trophique et il y a des pans entiers de cette chaîne trophique qui sont en train de descendre et on est tout en haut, donc on est plutôt en mauvaise position. Eh bien, on ne semble pas prendre conscience de ça. C'est-à-dire que a great idea, c'est d'aller sur Mars. Ah oui, chouette, on va aller sur Mars. Ça, c'est une idée great. Mais peut-être que a good idea, ça serait peut-être déjà de comprendre les fondamentaux de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'on pense à aller sur Mars et on est incapable de reproduire la photosynthèse. La photosynthèse, c'est juste le plus grand moteur énergétique du vivant. Donc, vous voyez, ce genre de télescopage, parfois, c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi déjà revenir à des fondamentaux plus simples? Peut-être que c'est great d'aller sur Mars, mais ça peut être déjà good de préserver l'écosystème dans lequel nous nous inscrivons et nous inscrivons une histoire collective. Déjà, nous, pour nous ressourcer devant des paysages. Je n'ai même pas besoin de parler de fonctions productives, de biomimétisme, de s'inspirer de la nature. Déjà parce qu'on est relié aux autres dans un paysage, dans un écosystème, et puis le lien à la nature, à l'animal et au vivant. Mais pour tout ça, il faut aussi que les solutions soient politiques. Alors, les solutions politiques, il y en a beaucoup. C'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr, on pourrait imaginer déjà que la COP 21 est une forme de première plateforme d'élaboration de solutions. Je faisais partie de ceux qui ne pensent pas que l'accord de ceux qui ne pensent pas que l'accord de Paris soit un accord historique. Ce qui était historique, c'était que tous ces dirigeants signent un texte qui reconnaissait pour la première fois qu'il y avait effectivement un sujet. Heureusement, en 2016, en 2015, on reconnaissait qu'il y avait un sujet. Il y avait un sujet. 1988, l'Assemblée générale des Nations unies, le changement climatique, risque majeur pour l'humanité à cause de notre consommation excessive des énergies fossiles. 88-2015. Que de temps passé. Si au moment du premier choc pétrolier, nous avons réussi à prendre la mesure de ce qui nous attendait et d'apporter une réponse politique collective, nous n'en serions probablement pas là. Donc on peut mettre en place des taxes carbone, on peut mettre fin aux subventions sur les énergies fossiles,
On peut même délirer jusqu'à, pourquoi pas, la taxe carbone individuelle. Ça, c'est une idée qui commence un tout petit peu à faire son chemin. C'est les Anglais qui pensent à ça. J'ai une taxe carbone individuelle, mais ça ne va pas. Mais on peut aussi imaginer que toute cette formidable technologie qui fait que cette espèce de volonté, grâce au numérique, de savoir absolument où nous sommes, ce que nous consommons, etc., ou ce que nous consommons, elle pourrait être aussi au service de notre transition écologique. Plutôt que de la mettre au service de la grande évasion vers le transhumanisme, nous pourrions mettre cette force, la force du numérique, au service de solutions plus adaptées, permettant aux citoyens de trouver des solutions et surtout d'aller vers des solutions en prenant en compte la nécessaire équité sociale. Un pays comme la Suède a mis en place une taxe carbone en 90. Eh bien, la Suède, en 90, en prenant cette décision, arrive maintenant en 2017 avec une grande partie de la transition vers les énergies fossiles en partie financée. Donc vous voyez, alors la Suède, évidemment, le consensus politique, ils sont 7 millions d'habitants. Je sais, c'est le Danemark, la Suède, la Norvège sont des pays qui ont une telle cohérence, une telle maturité, un tel civisme que c'est peut-être plus facile pour eux de le faire que pour la Chine et pour les États-Unis. Mais ce sont des exemples qui peuvent nous inspirer, bien évidemment. Et il y en a. L'Inde, courageusement, a commencé à mettre fin à des subventions fossiles, aux énergies fossiles. Donc, aller encourager les énergies renouvelables. Mais je vous avertis, aucune autre énergie que le pétrole ne pourra nous procurer autant de ressources et d'usages, répondre à autant de besoins et autant d'usages. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra passer par un mix énergétique accompagné d'une véritable sobriété et remettre en cause nos besoins. Et alors là, je voudrais finir sur 2 idées, dont une qui va vous paraître loufoque et l'autre, j'espère, un peu... Stanislas, je suis dans les clous ? Très bien. On va y aller. Et si, puisqu'on est encore dans le pétrole et que le pétrole, il y en a encore pour longtemps, que le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de pétrole, le problème, c'est qu'il y a suffisamment de pétrole pour faire exploser la bombe climatique. En fait, il faudrait maintenant trouver un modèle économique et politique permettant de dire on laisse sous terre le pétrole, le charbon et le gaz. Et on va donc dédommager des pays comme l'Algérie, comme le Venezuela, comme l'Arabie Saoudite, qui ne vivent que de ces énergies, qui n'ont pas d'autre horizon que ces énergies. Et puis, en fait, on ne sait pas exactement combien on a de pétrole. Ça ne vous paraît pas un peu dingue, quand même, que cette énergie qui est entrée dans notre vie la plus intime, qui est dans tous les compartiments de notre vie, de nos objets, de nos déplacements, notre mobilité, etc., c'est une énergie sur laquelle nous ne pouvons rien faire, eh bien, il n'y a pas de gouvernance du pétrole. Il n'y a pas de gouvernance citoyenne du pétrole. Eh bien, moi, je serais favorable pour qu'on demande à ce que le pétrole soit un bien commun. Et ce soit un bien commun, c'est-à-dire que oui, on a besoin, nous, citoyens, d'être éclairés sur l'état des réserves conventionnelles, l'état des réserves non conventionnelles. Le pétrole est un bien commun. Eh bien, pour cette énergie qui est la matrice de notre monde physique, nous sommes dans l'opacité la plus totale. Il n'y a pas d'organisme indépendant qui nous renseigne sur l'état des réserves. C'est un jeu de poker menteur. Vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire les pays producteurs ne sont absolument pas tenus de donner des chiffres sur leurs réserves. Les seuls agents opérateurs dans le monde pétrolier qui sont un peu tenus à la transparence, ce sont les opérateurs privés, parce qu'ils sont cotés en bourse et ils doivent des informations au marché. Et vous vous rendez compte de ce que je te dis ? Le bien commun, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous. Le pétrole, la gestion du pétrole, enfin la transition, la sortie du pétrole, pour qu'on sache enfin où on en est, devrait être érigé en bien commun. Bon, ça, je reconnais que c'est un peu particulier. Autre idée, mais le droit et la justice. Mais nous pouvons très bien aussi utiliser le droit et la justice, parce que ce sont des alliés qui nous remettent dans la sphère citoyenne et démocratique. Puisque, vous l'avez compris, aucun changement ne se fera sur des raisons éthiques. Ce n'est pas parce que demain, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir fossile vont se réveiller en disant « Non, franchement, ce n'est pas bien ce que nous faisons, il faut arrêter ». Non, ça ne sera pas pour des raisons éthiques que le monde va changer. Je partage les propos de Laurent Alexandre. Je ne crois absolument pas au sursaut éthique de l'humanité en tant que collectif. Mais je me dis finalement, si on tape là où ça fait mal, la finance et le droit, on peut peut-être avancer. La finance, c'est tout ce mouvement formidable qui a eu lieu
Alors, désinvestir des énergies fossiles pour investir dans la nouvelle vie, les nouvelles énergies. Mais ça, c'est bien de dire ça, mais encore faut-il qu'il y ait une véritable menace, c'est de dire si vous continuez à investir dans des actifs fossiles qui vont se déprécier parce que demain il y aura une taxe, ça ne vaudra plus rien. Et si vous, fonds de pension, qui êtes les plus grands investisseurs institutionnels de la planète, si vous continuez à soutenir l'industrie fossile, un jour vous pourrez être traduit en justice par vos bénéficiaires de fonds de pension, parce que vous les aurez incidemment placé leur argent dans des activités, dans des entreprises qui sont contraires à leurs intérêts. Vous voyez le cheminement? C'est-à-dire qu'au titre de la responsabilité fiduciaire, les plus grands fonds de pension américains peuvent aujourd'hui être traduits en justice parce qu'il existe suffisamment de preuves montrant qu'investir dans les énergies fossiles peut être contraire à l'intérêt des bénéficiaires qu'ils sont censés protéger. Et on est à peu près à ce moment-là. Il existe autant de preuves pour montrer que oui, continuer de soutenir ces industries, c'est délétère. Et si vous êtes traduit en justice, si vous avez des dommages et intérêts à payer, si vos actifs ne valent plus rien, si vos portefeuilles boursiers s'effondrent, peut-être qu'on arrivera à initier un mouvement d'investissement vers des énergies, entre guillemets, alternatives renouvelables. Donc là, je me sers d'armes parfaitement démocratiques, de la justice, et je vais même sur leur terrain. C'est un peu la stratégie du cheval de Troie. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais évoquer. La dernière chose que je voudrais évoquer, c'est il y a une autre énergie qu'il faut mobiliser, et il faut vraiment la mobiliser vite, et je pense que celle-là, elle est formidable, elle est renouvelable et infinie. Eh bien, il faut éduquer, et il faut éduquer les femmes. Et si je vous le dis, c'est parce que quand j'étais jeune, je me suis toujours posé la question, quand je visitais des musées ou que je me promenais dans des châteaux, je voyais toujours que des bons hommes, des bons hommes, des bons hommes. Je ne suis pas spécialement féministe en plus, mais j'étais vraiment persuadée qu'il n'y avait que les hommes qui écrivaient l'histoire, qui faisaient des découvertes, qui partaient en croisade, qui allaient auxilier leur prochain, etc., qui écrivaient de très beaux romans. Je me disais, mais elles sont où les femmes? Et puis j'ai lu ce livre Sapiens, et Sapiens, en fait, je la fais très courte, Sapiens nous dit une chose intéressante. Il dit, mais finalement, l'histoire de l'humanité nous montre que c'est parce qu'on est collaboratif qu'on réussit. Et si les femmes avaient été si collaboratives que ça, elles devraient être au pouvoir. Donc ça veut dire peut-être que cette idée selon laquelle les femmes sont collaboratives, est fausse. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour que les femmes aient pu développer leur puissance collaborative, encore faut-il qu'elles aient été éduquées. Et donc, je me dis qu'éduquer les femmes peut être aussi une façon de remettre dans la gouvernance internationale de l'alternité, de la diversité. Et c'est au passage aussi une façon formidable de réguler des aspects de démographie, puisqu'une femme qui est aussi éduquée, c'est une femme qui va peut-être vouloir trouver sa vocation, peut-être retarder l'âge de la maternité, sortir de choix personnels imposés. Ça vous paraît peut-être décalé, mais une clé de la solution est aussi dans l'éducation des femmes. Le pape aussi s'en est mêlé. Je vous rappelle la formidable encyclique Laudato Si. Pour ceux qui ne l'ont pas lue, je vous la recommande. Force spirituelle. Et le mot de la fin, le voilà. Je vous laisse le lire, c'est en anglais. Je termine par une pirouette, parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu dans une conférence comme ici, où je parlais de allons vers plus d'énergie renouvelable, amélioration du niveau de vie, de la santé, des villes soutenables, etc. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si on faisait tout ça pour rien, mais imaginez qu'en fait tout ça soit un canular. Donc on créerait un monde meilleur pour rien. Et là encore, je pense que nous avons tellement de résistance à nous projeter dans ce monde qui vient, que l'humour peut être aussi un formidable vecteur d'appropriation et de partage. Et je voudrais terminer par cette note-là. Merci. Merci Geneviève. Il n'y a plus qu'une baguette magique et d'aller plaider cette cause à la COP 22, pour dire 23, pour dire que le pétrole, c'est un bien commun. Alors, nous avons de manière traditionnelle notre pause. On revient ici à 11h précises. Alors, je vous rassure, il y a de la place pour tout le monde.